Un budget de redressement avec 60 milliards d'euros d'économies, c'est ce que propose le gouvernement qui refuse de parler d'austérité. Ce n'est pas un budget d'austérité, c'est un budget qui est fait pour éviter l'austérité, mesdames et messieurs. Intolérable pour la gauche, pour qui les baisses de dépenses vont peser sur les plus modestes. Notre version du budget, c'est ça. Nous avons inversé l'ordre injuste que vous imposez depuis 7 ans en redonnant plus de moyens au peuple par la redistribution d'une petite partie des richesses. Notre carnaval fiscal, ça s'appelle la justice fiscale et sociale et nous la revendiquons. Une première passe d'armes qui annonce des débats houleux. Même dans le camp présidentiel, le projet de budget ne convainc pas totalement. Pour que nous créions de l'emploi, que nous réindustrialisons le pays, il faut baisser les impôts et il faut faire confiance aux entrepreneurs et aux entreprises de ce pays. Le Premier ministre dit vouloir laisser les débats se dérouler à l'Assemblée, mais pourrait avoir recours au 49.3 en cas de blocage parlementaire. Cyril, donnez-nous un peu les coulisses de cette soirée. C'est très particulier ces soirées-là à l'Assemblée nationale. Surtout dans ce contexte, si houleux, on s'y attendait, on n'a pas été déçus évidemment par cette première soirée. Ça va durer plusieurs jours et la tension va monter progressivement. Faut le savoir que la question qui est inhérente ces prochaines heures, ces prochains jours, ce sera de savoir comment faire passer ce budget. La réponse, on l'a, ce sera à coup sûr le 49.3. Tout dépend de savoir. Tout dépend de savoir. La majorité, il n'y en a pas. La gauche a déjà expliqué, le NFP a déjà expliqué qu'ils ne pouvaient pas cautionner ce budget. Le RN laisse planer l'ambiguïté, comme toujours, et avec ce risque-là, le gouvernement ne peut pas essayer de faire des paris. La question maintenant, c'est de savoir à quand le 49.3. Alors, on lit ici et là que certains intiment à Michel Barnier de le dégainer assez rapidement, comme s'il voulait le piéger, parce que ça, c'est son camp, parce que Michel Barnier, il a quand même cette difficulté. Il a une opposition qui va être féroce, mais au sein même de sa majorité, certains aimeraient aussi qu'il tombe à un moment. Donc, c'est assez compliqué et c'est assez schizophrène même pour lui de se dire tous les jours en allant à l'Assemblée, il va regarder cet hémicycle en se disant mes amis ne sont peut-être pas mes amis. Nicolas Barré, on s'attendait à ce que ce vote de budget soit un enfer pour Matignon, un enfer pour le Michel Barnier. À ce point-là? Ah oui, à ce point-là, et ça va être... là, vous savez, dans la Constitution, il y a 40 jours pour que l'Assemblée examine ce texte en première lecture. Donc on va avoir, en théorie, on pourrait avoir 40 jours de cirque, parce que c'est quand même un cirque. Ah oui? Pourquoi? Faut quand même le dire. Parce que, comme on disait à l'instant, de toute façon, à la fin, ça va se terminer par un 49.3. Donc le 49.3, ça permet d'effacer tous les amendements délirants qui auront pu être proposés pendant toute cette période. Donc là, les députés peuvent s'en donner à cœur joie, ils peuvent y aller carrément, et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs lors de la réunion de la Commission des finances, hein, où c'était le grand n'importe quoi. C'est-à-dire on s'est retrouvé avec 50, 60 milliards de hausse d'impôts, ce qui est quand même complètement délirant quand on réfléchit 2 secondes. On se demande d'ailleurs si ces députés sont pas un peu hors sol, parce que on est dans une économie qui est avec une croissance flageolante. Le gouvernement dit 1,1% l'année prochaine. Beaucoup d'économistes disent c'est même 1,1%, c'est même trop optimiste. Bon. Et puis là, on a des députés qui sont prêts à infliger un choc fiscal monstrueux de 60 milliards d'impôts sur une économie qui est flageolante. Non mais on va être droit à la récession si on fait ça. Ce serait une catastrophe absolue. Donc, vous voyez bien, on est dans un espèce de cirque, de jeu, quoi. Les députés vont présenter... Est-ce que vous voulez dire qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas appliquer ces économies? C'est du bluff, tout ça? Mais bien sûr, parce que c'est complètement inacceptable pour le gouvernement. Toutes ces propositions... les plus folles les unes que les autres, ne peuvent pas être retenues de toute façon. Donc le texte, finalement, sera
éventuellement adopté, sauf motion de censure. Mais enfin, on va se retrouver un jour ou l'autre avec le 49.3. Alors, Elisabeth Borne, il y a un an, à peu près à la même date, avait décidé de couper court, d'éviter justement tout ce grand déballage, ce grand débat. Exactement. Au bout de 24 heures, elle avait dit, bon, 49.3 tout de suite. Voilà. Il y avait plus de 5000 amendements. Enfin, c'était... Là, aujourd'hui, on a un peu moins d'amendements. Enfin, il y a quand même, je sais pas, quelque chose comme 3000, je crois. 3500, Et beaucoup même côté LR. Tout à fait. Oui, c'est ça, dans le propre camp Oui. de Michel Barnier, c'est ça. Gaël Simane, justement, ce dont vous parlez tous les deux, comment les Français peuvent l'apprécier, comment ils peuvent le comprendre et l'entendre? Ils s'y attendaient. Vous nous avez demandé, Audrey, si on pouvait s'attendre à ça. Oui, nous, on a fait un sondage il y a 10 jours, rendez-vous compte, pour le Figaro, où on interrogeait les Français sur le budget. Donc le budget tel que le présentait Michel Barnier et ceux qui s'annonçaient, les Français n'en veulent clairement pas. Ça, c'est quand même une première notion importante en démocratie. On a une écrasante majorité de nos concitoyens qui disent « nous ne voulons pas de ce budget ». Ils disent une deuxième chose, c'est un baromètre qu'on publie hier, notre baromètre de l'épargne avec Groupama, BFM et Capital. Ils nous disent « ce budget, il est désastreux pour l'économie française, mais il est aussi désastreux pour moi-même ». On a... Allez-y. Vous J'ai récupéré des chiffres grâce à vous, donc c'est pour ça. J'allais vous les donner, comme ça vous pourriez les commenter, parce qu'on les a à l'écran, comme ça nos téléspectateurs. Non, mais ou alors. Je suis porteur de mauvaises nouvelles. On va terrible. 8 Français, inquiets sur l'évolution de la fiscalité en France et du rendement de leur réforme. Et on a les 3/4 de nos concitoyens. Parmi les planches que vous présenterez, je ne sais pas si elle y figure, mais j'ai trouvé que c'était le plus spectaculaire. 75% des Français disent « mais qu'on arrête de se moquer de moi ». Ce n'est pas les plus riches qui vont voir leurs impôts augmenter uniquement. Ce ne sont pas uniquement les entreprises qui font des profits, les grandes entreprises qui font des profits. C'est ça qui a été présenté par Michel Barnier. Il n'y croit pas une seconde. Il pense, les Français, que leurs propres impôts vont augmenter. Donc, attendez, pardon, j'en ai un autre très bon chiffre de chez vous. C'est 80% d'entre eux pensent que l'effort fiscal annoncé par Michel Barnier concernera en fait tout le monde. Donc, exactement. Voilà. Donc, et il y a 10 jours, quand on interrogeait dans un autre sondage les Français sur ce budget, ils disaient on ne le voterait pas. Et pourtant, aucune des mesures qui commencent à concerner un peu plus de gens n'avait été annoncée, mais ils l'anticipaient. Et ils nous disaient surtout, parce que vous avez raison l'un et l'autre, Nicolas et Cyril, on va aller vers un 49.3, un passage en force. Et ça, les Français en veulent encore moins. Les 2/3 de nos concitoyens disent attention, pas de 49.3. Donc, le minimum... Qu'est-ce qu'ils veulent, pardon, quand ils disent pas 49.3, ils ne veulent pas voter ce budget. Ils ne voteraient pas ce budget s'ils étaient députés. Et ils en ont assez des 49.3. Donc, comme il y en aura un de toute façon, on est tous d'accord, c'est comme ça que ça se terminera. Le minimum que peut faire le gouvernement, et que Michel Barnier fait plutôt bien, c'est de laisser se défouler les députés. Et ça a une fonction cathartique. On va avoir la colère des Français qui va être représentée à l'Assemblée par des députés, les uns de gauche ou d'extrême gauche, les autres de droite ou d'extrême droite, qui feront entendre leur voix. Et puis à la fin, ça passera au 49.3. Pourquoi ? Parce que le Rassemblement national ne peut pas... Enfin, on verra ce qu'ils font, je ne veux pas être devin. Mais il me semble compliqué pour eux de dire « pas de problème, on vote ce budget ». Et à contrario, ils n'ont pas du tout envie de destituer Michel Barnier et le gouvernement. Donc, sauf si Michel Barnier leur donne de bonnes raisons de le faire, ils ne devraient pas normalement voter de motion de censure. Donc, la seule voie possible, c'est ce 49.3 dont personne ne veut. C'est le QFD. Oui, allez-y, Cyril, pardon. Dans la mécanique parlementaire qu'on va observer dans les prochains jours, il va y avoir des soirs où le NFP sera en majorité et pourra faire passer les amendements qu'il souhaite. Donc vous allez vous retrouver peut-être dans 2-3 jours avec un texte totalement dénué de sens, avec des hausses d'impôts qui seront considérables et que le gouvernement ne pourra pas accepter. C'est pour ça que couper court d'entrée, c'est éviter ce cirque, parce qu'après, il faut expliquer aux Français derrière pour quelles raisons on ne prend pas en considération les amendements des uns et des autres. Parce que Nicolas, les députés, ils rentrent dans leur circonscription le week-end. Donc j'imagine que pour eux, il est extrêmement compliqué de pouvoir aller expliquer un budget auquel ils ne croient pas, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui, on voit bien qu'il y a un besoin de pédagogie. Vous demandiez qu'est-ce qu'ils veulent, les Français, parce que c'est vrai, on voit ces sondages et c'est complètement contradictoire. Ils ne veulent pas d'augmentation d'impôts, ils ne veulent pas de baisse de dépenses. Et ils ne croient pas à la promesse qui est vos impôts. Baisse de dépenses, quand même, Nicolas. On l'avait sondé il y a 8 jours, pour le Figaro, justement. Et alors, là où on rentre dans le dur, c'est
Et alors, on enlève combien d'enseignants, on enlève... Non, mais Quand on d'accord. commence à rentrer dans le détail. Oui, mais quand on le demande aux gens, il y a 2 solutions pour réduire la dette et les déficits. Réduire les dépenses, augmenter les impôts, qu'est-ce que vous préférez ? Ou qu'est-ce que vous détestez le moins ? Ils disent quand même, pardon pour l'interruption, mais ils disent quand même, je préfère qu'on réduise les dépenses. Oui, Je pense Nicolas. qu'il y a un réel besoin effectivement d'explication, de pédagogie, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça avec un déficit aussi abyssal. On est à 6% du PIB. Mais il faut trouver des avec solutions dépenses quand même. publiques. Comment ? Il faut trouver des solutions quand même. Mais il faut trouver des solutions. Et donc, si vous demandez aux gens effectivement ce qu'ils veulent, ça paraît complètement contradictoire. Mais je veux dire, les passagers du Titanic, ils ne voulaient pas que le bateau coule. Et on était en train de couler. Donc, il y a un moment où il faut être réaliste. Et il faut se dire comment on fait pour éviter cette situation financière complètement catastrophique. Et bien là, il y a des solutions qui sont avancées par le gouvernement. On peut en imaginer d'autres. Mais en tout cas, il est assez indispensable, ça paraît clair, même si c'est difficile à dire, à assumer dans une circonscription, mais il est indispensable sans doute de réduire un certain nombre de dépenses et puis peut-être, alors de façon beaucoup plus marginale et ciblée, d'augmenter certains impôts. Mais ça, encore, ça se discute parce qu'on est dans un pays quand même qui a le record de prélèvements obligatoires. Donc, je veux dire, augmenter encore les impôts, c'est quand même pas la solution idéale, loin s'en faut. Alors après, il y a des oppositions qui ont des solutions. On entendait ce matin même Boris Vallaud, député donc PS, on l'écoute. Pour plus de justice fiscale, c'est quoi ? C'est préserver les classes populaires et les classes moyennes des efforts qui vont être demandés et faire plus et mieux contribuer les très hauts revenus, les marchés financiers et les très grandes entreprises. Seuls et ceux qui sont au fond des passagers clandestins de la solidarité nationale, puisque vous savez que le taux d'effort d'un milliardaire, le taux d'effort fiscal d'un milliardaire est inférieur à l'effort que consent un Français qui rentre dans la première tranche de l'impôt sur le revenu. Et je vous propose d'écouter Éric Ciotti, donc pour le RN, lui aussi a des solutions. Je prends l'exemple de ce qui est fait en Argentine par le président Milei avec l'image de cette tronçonneuse. Eh bien, il faut aussi qu'on ait une tronçonneuse pour couper dans les dépenses publiques qui servent à rien en France. C'est un modèle, Milei, pour vous ? En tout cas, je crois que ce qu'il porte est une piste parce qu'on ne peut plus continuer comme ça à empiler les normes, les règles qui pèsent sur ceux qui travaillent. Pardon, Éric Ciotti, il est bien sûr président de l'Union des droites républicaines. Allié au RN. Oui, Oui. mais bon, je préférais être précise, mais c'est vous qui le dites, vous avez raison. Cyril, quand on entend effectivement ces députés, comment on peut imaginer qu'à un moment donné, on trouve... Alors, vous dites tous, ça va passer par le 49.3, mais là, pendant ces jours et ces jours de discussion et de négociation, comment on peut imaginer même qu'il y ait discussion, qu'il y ait dialogue ? Le Premier ministre, il veut montrer qu'il est capable de débattre. Sauf qu'il il va devoir comprendre aussi que la situation va nécessiter de prendre des décisions et que c'est son premier test là. Il a été nommé il y a 1 mois et demi. Le test du budget, depuis des mois, on en parle que de toute façon, le budget va être très 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 compliqué à faire passer. Et pour lui, c'est un révélateur de ce qu'il veut incarner. Un homme de consensus, l'homme du Brexit, essayer d'aller discuter, essayer d'aller négocier, sauf qu'il y a une réalité aussi en face et il va y être confronté très rapidement. Il y est même déjà confronté. Si je puis me permettre, c'est peut-être ça sa chance, la question que vous posiez, Audrey, c'est-à-dire le fait qu'on ait des oppositions. Alors moi, vous savez, en tant que sondeur, je ne juge pas. Oui, bien sûr. Mais ce qu'on peut juger, c'est que ce que disait Nicolas il y a un instant, c'est que ça n'est pas conciliable, que le projet d'imiter Javier Milei en Argentine que porte Éric Ciotti et donc un peu le Rassemblement national pour très tranché quand même. Eh bien, ce projet-là, je ne le juge même pas, mais en tout cas, il n'est pas du tout assimilable, associable aux projets d'autres qui peuvent peut-être s'inspirer de Chavez ou d'autres hommes politiques. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Mais à partir du moment où vous avez des oppositions très fortes qui proposent des choses totalement antinomiques, et c'est normal, c'est légitime, on est en démocratie, ils n'ont pas le même projet. Finalement, ça peut être un atout, in fine, pour Michel Barnier, parce que en juge de paix, à la fin, même si ce projet, je l'ai dit tout à l'heure, ce projet de budget, les Français n'en veulent pas, et encore moins que ça passe par le 49.3, une fois qu'on aura entendu toutes les voix tonitruées, si j'ose dire, à un moment donné, il pourra dire, écoutez, vous voyez bien,
D'un côté, on me propose plus d'impôts, de l'autre côté, on me propose de les supprimer complètement et de prendre la tronçonneuse pour couper tous les fonctionnaires, parce que c'est ça la métaphore de Milei, hein. C'est ce que proposait Milei en Argentine, c'était à coup de tronçonneuse de taper dans les services publics. Oui, c'est ça, il avait même la tronçonneuse à la Il main, montrait c'était la tout en tronçonneuse. symbole. Ouais. Donc, à un moment, il va dire, vous voyez, le juste milieu, l'équilibre, le raisonnable, c'est de faire ce que je propose. Alors, je ne dis pas que ça passera très bien dans l'opinion, mais ça peut lui rendre service quand même. Nicolas ? Mais c'est vrai que c'est difficile et ça passera peut-être pas très bien dans l'opinion, mais c'est dans ces moments très compliqués où on a des situations financières très tendues, etc., qu'il faut des qualités d'homme d'État et qu'il faut un peu dépasser ce débat parfois assez affligeant. Vous savez, quand Michel Rocard a institué la CSG, c'était un impôt qui s'appliquait donc à tout le monde. Il y avait tous ces conseillers qui disaient « Mais vous êtes fou, monsieur le Premier ministre, ça va être très impopulaire. » Et Michel Rocard répondait « Oui, mais il faut bien que ma popularité serve à quelque chose. » Et donc, quand vous êtes un homme d'État, il y a un moment où vous constatez une situation qui est difficile, c'est le cas aujourd'hui, vous prenez des mesures pour y faire face. Et Michel Barnier est un petit peu dans cette posture. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a du recul, qui a l'expérience, qui est un homme de dialogue. Après, on verra bien à l'Assemblée si, en face, on a enfin des députés qui acquièrent cette culture du dialogue et du compromis. Pour l'instant, franchement, on peut dire qu'on en est très, très loin. On a l'impression que c'est tellement tranché. On entend Boris Vallaud avec vraiment des idées très à gauche. On entend Éric Ciotti avec une proposition quand même très iconoclaste. Comment Michel Barnier va pouvoir arriver à trouver ce juste milieu et ce dialogue même s'il a négocié le Brexit, c'était pas simple. Mais là, ça a l'air extrêmement complexe. Tous les députés et toutes les composantes de l'Assemblée jouent leur carte pour l'avenir. Ah, en fait, c'est pas pour maintenant. De poser des jalons, okay. De montrer la politique qu'ils seraient susceptibles d'incarner dans quelques mois, dans quelques années, si vous voyez ce que je veux dire. La présidentielle de 2027, elle a déjà démarré depuis plusieurs mois. Donc, ils le savent, Boris Vallaud, il sait. Il essaie de montrer qu'il est constructif, il essaie de montrer qu'il a des idées. Mais ils sont conscients aussi que ces propositions ne pourront pas être acceptées par Michel Barnier. Que Michel Barnier ne veut pas accepter ces propositions-là. Alors peut-être que des pincées, il grappillera peut-être quelques petites des soupçons de propositions ci et là. Mais au fond, le texte qui commence à être débattu hier à l'Assemblée, il y aura peu de changements au final, surtout a fortiori parce qu'on passera par le 49.3. Eh bien justement, alors vous l'avez compris, ce casse-tête du 49.3, pour faire passer son budget, le gouvernement dispose d'un socle de 213 députés, loin des 289 nécessaires à la majorité absolue. Il est donc difficile d'imaginer comment Michel Barnier, on vient de le dire, pourrait se passer de ce fameux 49.3. Alors mais s'il s'en passe, il s'exposerait à une motion de censure déposée par la France Insoumise. En tout cas, c'est ce qu'ils avaient revendiqué au départ. Regardez ces explications de Christelle Méral et on en parle. Les forces politiques sont divisées face aux 60 milliards d'euros d'économies et d'impôts voulus par le gouvernement. Alors quelles sont pour chaque parti les lignes rouges ? Du côté de Renaissance, Gabriel Attal souhaite plus de réformes et moins d'impôts. Les Républicains s'opposent sur les retraites. Pour les petites pensions, ils dénoncent la suppression de l'indexation sur l'inflation pendant 6 mois. Côté RN, refus des hausses des taxes sur l'électricité. La gauche, elle, défend un budget avec plus d'impôts. Des divergences, alors que l'équilibre politique est fragile. Le gouvernement dispose d'un socle très limité, 213 députés, loin des 289 nécessaires pour avoir la majorité absolue. Mais le gouvernement veut laisser sa chance au débat pour le moment, en tous les cas. Alors le 49.3 est-il inévitable ? Au-delà de la volonté de ne pas braquer le Parlement, difficile d'imaginer comment se passer d'un 49.3. Michel Barnier s'exposerait alors à une motion de censure déposée par la France Insoumise. Le Rassemblement national n'exclut pas de la voter. Michel Barnier va-t-il survivre à l'examen du budget ? Le vote d'une motion de censure signifierait la chute de son gouvernement. Alors, dans les couloirs de l'Assemblée, il y a des députés qui disent « Ouh, attendez, il y a 49.3 et 49.3 ». Qu'est-ce que ça veut dire ? À la fin,
in fine, Allez, de la pédagogie. quand Michel Barnier va dégainer ce fameux 49.3, il va dégainer le 49.3 pour un texte. Ça peut être le texte initial, comme ça peut être un texte amendé avec des amendements qui conviennent au Premier ministre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, des amendements qui seraient votés tard le soir et qui aggraveraient de 50 milliards les impôts pour les Français. Ça, le gouvernement ne le laissera pas passer. Des amendements qui seront jugés acceptables peuvent être intégrés au texte et alors Michel Barnier dira « je déclenche le 49.3 » avec ce que ça implique derrière, mais sur un texte qui a été amendé, mais des choses qui seront satisfaisantes et convenables pour Matignon. Nicolas Barré. Ce qui est sûr, c'est qu'il peut l'utiliser, cet article 49.3 de la Constitution, à chacune des étapes de la discussion budgétaire. C'est pour ça qu'on parle de... Elisabeth Borne l'avait utilisé à de nombreuses reprises, parce qu'à chaque étape, elle était obligée de l'activer pour éviter la motion de censure et pour forcer l'Assemblée à adopter le texte. Donc voilà, c'est un outil constitutionnel. Les Français sont peut-être fâchés avec ça, mais enfin, c'est dans la Constitution. Ça fait partie de ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé. Hein. Ça a été théorisé par Michel Debré quand il a rédigé la Constitution. Et donc, c'est un outil qui permet à notre pays de fonctionner mieux que dans un régime comme sous la 4e ou la 3e République. Gaël, je vous voyais, vous qui représentez les Français, le peuple, je vous voyais... ils détestent ça, les Français. Même sur des textes avec lesquels ils sont d'accord, quand vous faites un sondage et que vous interrogez un échantillon représentatif de Français, que vous leur dites est-ce que vous êtes d'accord avec tel texte, telle mesure. Par exemple, on l'a eu récemment sur le projet de loi immigration, où il y a une très forte demande de durcissement, où on a des Français donc, qui sont tout à fait en phase avec ce qui se dessine. L'idée d'un 49.3 ne passe jamais. Mais alors quand en plus il s'agit de textes avec lesquels ils sont en désaccord, à ce moment-là ça passe encore moins. Mais il y a eu une aggravation depuis les dernières années d'Emmanuel Macron sur un certain nombre de textes où les Français savaient qu'ils étaient très majoritairement opposés, comme sur la réforme des retraites, on était à peu près les 3/4 d'opposition à l'époque, savaient que les parlementaires, les représentants du peuple qui étaient à l'Assemblée étaient tous en majorité opposée, et qu'on avait recours au 49.3. Donc il y a un vrai rejet par rapport à cette disposition. Et puis on vit, ils ont quand même conscience d'une chose, vous évoquiez la constitution de la 5e, Michel Debré, etc. On vit quand même dans un régime qui est déjà extrêmement présidentiel et beaucoup moins parlementaire ou parlementariste moins aujourd'hui, moins que la 4e, ça se discute pas, mais moins que tous nos voisins. Et par rapport à ce que l'on se dit sur Michel Barnier, pourquoi la gauche ne discute pas et pourquoi... Parce que de toute façon, nous sommes dans un gouvernement qui est sur une niche qui représente une minorité extrêmement étroite d'électeurs, mais aussi au Parlement. Si Emmanuel Macron, juste un mot, mais si Emmanuel Macron avait pris la décision de former un gouvernement de coalition, en disant la politique qui sera menée ne sera plus celle que j'ai menée ces dernières années, et on va représenter dans ce gouvernement les différentes forces politiques au prorata de leur poids à l'Assemblée. On va faire quelque chose d'élargi, comme ça existe dans toutes les autres démocraties autour de nous. Peut-être que les députés ne feraient pas des numéros de claquettes comme on va les voir faire, et ne joueraient pas la partition de 2027, parce qu'effectivement c'est ce qui va se passer. Mais là, la règle du jeu, elle ne permet pas d'être dans le consensus. Alors, pour tenter de sortir de ce bourbier, en ce moment même, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, en ce moment même, à Matignon, Michel Barnier reçoit les 47 députés de son socle, de sa famille républicaine. On vous retrouve justement là-bas. Bonjour Clémence Barbier, bonjour d'être avec nous. Alors, contrairement aux apparences, ce ne sera pas obligatoirement une promenade de santé pour Michel Barnier, parce que ces députés, même s'ils sont de son bord, ils ont des choses à lui dire. Et oui, absolument, Audrey. D'ailleurs, nous venons de voir Laurent Wauquiez quitter il y a quelques minutes Matignon, car vous le disiez, Michel Barnier a réuni ce matin les chefs de groupe de sa coalition. L'objectif pour lui, c'est bien sûr de consolider sa majorité relative aux fondations fragiles. Vous le disiez, car les détails du budget qui fasse n'ont pas encore été abordés. C'est le cas notamment de la taxe sur l'électricité dont les LR sont opposés, ou encore la surtaxe sur les grandes entreprises qui divise les députés de l'aile droite de Renaissance.
France. Alors bien sûr, c'est un jeu d'équilibriste pour Michel Barnier qui a déjà réuni hier soir avant le lancement des discussions les macronistes ainsi que les républicains avec comme objectif principal éviter le recours au 49.3 pour le vote de ce budget, mais surtout éviter une motion de censure de la part du Rassemblement national. Merci beaucoup Clémence, merci pour ces explications très claires. Cyril, si vous étiez une petite souris, ça se passerait comment cette réunion à Matignon? J'imagine que Michel Barnier va un peu rassembler les troupes, il va y avoir des échanges. Qu'est-ce qu'il attend d'une réunion comme celle-là? C'est pas faute d'essayer de galvaniser un petit peu ses troupes, puisqu'il il s'est déplacé ces dernières semaines dans les différentes réunions de majorité, de sa majorité à l'Assemblée. Il y a un besoin que tout le monde parle d'une même voix. Sauf que dans ce gouvernement et dans cette majorité, personne n'est susceptible de parler d'une même voix. Quand vous avez Laurent Wauquiez, qui fait partie de votre propre famille politique, je parle pour Michel Barnier, qui tire à boulet rouge sur ce budget, parce qu'il y voit aussi son intérêt. Quand vous avez Gabriel Attal, fort de sa centaine de députés, qui lui aussi fait entendre sa voix, c'est quand même très compliqué pour Michel Barnier d'apparaître comme le Premier ministre chef de la majorité. Chef de quelle majorité? Si tant est qu'on puisse parler c'est une majorité minoritaire qu'il a de toute façon. Il y a un sujet qui a hérissé les députés, et notamment Laurent Wauquiez, c'est le gel des pensions. Et d'ailleurs, le gouvernement a reculé, puisque Laurent Saint-Martin vient d'annoncer que finalement, on va trouver un système pour ne pas geler les pensions, les petites pensions. Donc, alors, vous en parlez. Je vous propose de regarder un petit sujet justement sur ces pensions pour que nos téléspectateurs comprennent bien. Et puis, je reviens vers vous. Donc, effectivement, vous l'avez compris, le gel des pensions, l'idée, c'est qu'elles ne soient plus alignées sur l'inflation dès le 1er janvier 2025. Mais à partir du 1er juillet, une économie pour le gouvernement de 3,7 milliards d'euros. Regardez ce sujet de Christelle Méral et on revient vers vous. Les pensions des retraités gelées. C'est l'une des mesures voulues par le gouvernement pour réduire le déficit public. Voilà ce qui est prévu. Les retraites ne seraient pas alignées sur l'inflation dès le 1er janvier prochain, mais à partir du 1er juillet, à la clé, 3,7 milliards d'euros d'économies. Une mesure rejetée en bloc par les différents partis. C'est pas aux retraités de payer l'addition. C'est pas aux retraités de payer les cadeaux fiscaux qu'on a fait aux ultra-riches. Moi, je suis opposée à ce report parce que déjà cela concerne les budgets de tous les retraités. Pour tous, un impératif, une revalorisation des petites pensions dès le 1er janvier prochain. Mais difficile de définir une petite pension, certains avancent un chiffre. C'est à peu près 40% des Français qui ont une retraite inférieure à 1 600 € par mois. Des petites retraites revalorisées. Cela représenterait, en fonction du seuil choisi, des centaines de millions d'euros. Alors, comment compenser? Du côté du MoDem, on propose d'augmenter la flat tax, la taxe sur les revenus de l'épargne. On a une flat tax qui est à 30%. Nous, on veut la monter de 3 points pour la passer à 33%. Renaissance demande lui à Michel Barnier de mettre en œuvre la réforme de l'assurance chômage. C'est une réforme qui est sur son bureau, il n'y a plus qu'à la signer, qui rapporte plusieurs milliards d'euros aux caisses publiques. Le Rassemblement national propose de renforcer les contrôles. La fraude fiscale et sociale, si on s'y attaque, là, réellement, on gagne 15, 17 milliards d'euros. Vous voyez, on est déjà largement au-delà du chiffre. Le gel temporaire des retraites cristallise un front du refus. Nicolas Barré, un front du refus. Oui, un front du refus sur cette histoire de gel de 6 mois des pensions. Il faut quand même voir de quoi on parle. L'indexation des pensions sur l'inflation. L'inflation, c'est 1,8% sur l'année. Donc là, c'est 6 mois. Donc faites le calcul, c'est quand même pas non plus un effort absolument colossal. Les petites pensions seront légitimement exclues de cet effort. Donc il s'appliquera à des pensions plus élevées. Et puis, si on prend encore plus de recul, il faut quand même savoir que les retraités en France, en moyenne, ont un revenu qui est comparable à celui des actifs, voire légèrement supérieur. C'est un cas unique en Europe. En général, c'est plutôt des revenus inférieurs qu'ont les retraités. Donc,
il peut être entendable qu'il y ait un effort de solidarité de la part des retraités. Et puis enfin, contrairement à une idée reçue, les retraités d'aujourd'hui vont toucher, en gros, compte tenu de l'espérance de vie, vont toucher en gros 30%, voire un peu plus, que ce qu'ils ont cotisé pendant leur vie active. Vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez votre retraite, les gens ont l'impression que voilà, ils ont cotisé pendant toute leur vie et que tout ça est dû. C'est tout à fait normal. Oui. Mais aujourd'hui, l'équilibre financier du système fait que les retraités actuels touchent plus que ce qu'ils ont cotisé. Donc, il peut y avoir... enfin, c'est pas absurde de se dire pourquoi est-ce qu'on ne regarderait pas un peu ce sujet-là, calmement, en mettant les chiffres sur la table, et en se disant il y a peut-être un effort à faire à un moment de crise grave en faveur des actifs. Et puis, dernière chose, les retraités sont eux-mêmes conscients qu'ils laissent un pays dans lequel il y a une dette financière colossale, qui a été accumulée pendant leur vie active, et une dette écologique aussi. Il y a une planète qu'il faut dépolluer. Et ça va être les générations à venir qui vont devoir supporter ça. Donc, quand vous additionnez tout ça, vous vous dites, il y a quand même, pour les générations à venir, ou actuelles ou à venir, des poids colossaux qui vont s'impliquer sur eux. Et peut-être que les retraités peuvent comprendre qu'il y a une forme de solidarité à mettre en œuvre, à condition évidemment d'exclure les petites pensions, parce que c'est sûr que là, ça serait assez injuste. Gaël, c'est audible ça pour les Français ? Alors non, mais pourtant on peut ajouter un élément de plus à ce que disait Nicolas. Les salariés, pendant la période d'inflation, n'ont pas vu non plus leur salaire en moyenne augmenter au niveau de l'inflation. C'est-à-dire qu'il y a eu des augmentations de salaire effectuées par les entreprises, mais c'est pour ajouter une pierre de plus dans votre jardin ou dans l'accumulation que vous faisiez, Nicolas. Il y a un élément d'injustice économique vécu par les actifs, et notamment les salariés, par rapport aux retraités, qui est considérable. De combien les deux années d'inflation, ça fait quoi ? Juste en janvier dernier, les pensions ont été augmentées de 5%. Ouais. C'est rare que les salaires sur l'année écoulée aient augmenté de 5% également. Si vous avez eu depuis 2 ans, 2 ans et demi, je sais pas, 10 points ou quelque chose comme ça, un chiffre vraiment conséquent d'inflation, vous aurez eu en salaire des augmentations qui vont se limiter à 4% ou 5% sur la même période. Alors que pendant toute cette période, les retraités, à chaque fois, leurs pensions ont suivi l'inflation. Ça, c'est la raison. Tous les éléments qu'a indiqué Nicolas, plus ce point-là, sont les raisons qui poussent le gouvernement, parmi les mesures d'économie temporaires en plus, sur quelques mois, à proposer celle-ci. Mais évidemment qu'elle ne passe pas du tout dans l'opinion, elle ne passe pas du tout auprès des retraités. Et auprès des députés qui retournent dans leur circonscription. Dans l'opinion, on l'a testé, dans l'opinion, ça ne passe pas du tout. Ah oui, même chez les jeunes. Alors, autant les retraités sont parfois assez égoïstes par rapport à ceux qui ne sont pas encore à la retraite, et c'est par exemple la seule classe d'âge, systématiquement depuis 25 ans, qui est toujours favorable aux réformes des retraites visant à ce que les autres partent à la retraite plus tard, systématiquement. Mais en revanche, toutes les mesures qui concernent les pensions de retraite, les actifs, les gens plus jeunes, les défendent toujours. Pas uniquement par solidarité, mais parce qu'ils se disent qu'eux, un jour, ils seront aussi à la retraite. Donc, toucher aux retraites, ça ne passe pas. Les retraités n'en veulent pas, mais l'ensemble des Français non plus. Et évidemment que les députés et les hommes politiques qui jouent la carte 2027 n'en veulent pas, parce qu'il y a une chose très simple à dire. Les retraités, ce sont les électeurs. C'est-à-dire que, quelles que soient les élections, vous avez pas loin de 100% de votants parmi la classe d'âge des plus de 65 ans. On parle beaucoup des jeunes. Les jeunes, ça ne vote pas. De 18 à 34 ans, les taux de participation aux élections sont extrêmement faibles. Donc, vous mettre à dos les retraités, c'est quelque chose de compliqué, surtout pour ce gouvernement, parce que c'est le cœur de son électorat. Est-ce que n'a jamais voulu faire Emmanuel Macron ? Jusqu'à présent, non. C'était le cœur de son électorat. Il y a quand même la Vous savez réforme que des retraites. juste en 2022... Oui, mais quand même, ça ne... En 2022... Malgré la réforme des retraites. Juste pour dire un mot de plus, en 2022, si les retraités n'avaient pas voté, c'est Marine Le Pen qui aurait été présidente de la République. C'est-à-dire que le poids qu'il représente dans l'électorat a fait que cette élection, qui a été gagnée nettement pourtant par Emmanuel Macron à l'époque, elle n'aurait pas été gagnée ou on aurait été à 50-50.
Et c'est des Pour chiffres répondre à importants. votre question, la réforme des retraites n'impliquait pas les retraités, ou très peu les retraités Oui, c'est actuels. ceux d'après, c'est la génération d'après. C'était surtout les D'avant, actifs. oui. Donc les retraités, en soi, n'ont jamais mal jugé la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Et Cyril, on voit bien, il y a des lignes rouges. Il y a d'autres lignes rouges que le gouvernement, sur lesquelles le gouvernement a fait des choix et que les députés même du camp de Michel Barnier ne veulent pas. Enfin, vous parliez tout à l'heure des taxes d'habitation. La taxe d'habitation, c'est le débat autour de la taxe d'habitation revient parce que ça, c'est un débat porté par les collectivités qui doivent mettre la main à la pâte puisqu'on va leur réclamer près de 5 milliards de mémoire. Donc ils ont expliqué que peut-être on pouvait revenir sur un système de taxe d'habitation qui, selon elles, n'aurait pas eu tous les effets escomptés. Ça, c'est quand même quelque chose. Laurent Saint-Martin, hier, il était invité du 20h de France 2 et il a bien dit qu'il venait d'une majorité qui avait fait voter la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales et que ça, il ne reviendrait jamais dessus. Pour autant, le débat commence à émerger. Mais elle a été supprimée, mais on la paye quand même, puisque c'est l'État qui la finance. Qui la finance, donc indirectement, c'est nos impôts. C'est 20 milliards d'euros qui ont été transférés à l'État. Et donc, mais c'est un symbole, ce sont des symboles en fait. Oui, voilà, mais on est vraiment dans le symbole. D'ailleurs, Jean-François Copé, c'est lui qui a remis le sujet sur la table, argumente en disant en fait, c'est l'État qui paye à la place qui a repris cette facture. Mais comme aujourd'hui, on réclame 5 milliards de plus aux collectivités locales, en fait, l'État leur reprend d'une main ce qu'il leur a donné. Donc, il y a ce débat est difficile à poser, parce que réintroduire un impôt, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'on comprend la logique de Jean-François Copé. C'est vrai qu'il n'y a plus de lien entre le citoyen local, qui avant payait sa taxe d'habitation qui sert à financer les services publics locaux, et puis maintenant, ce lien-là est distendu. Donc, c'est vrai que c'est une réforme qui pose question, oui. Alors, est-ce que Michel Barnier va remporter son pari et puis arriver à trouver une façon de faire appliquer ce budget? On ne le sait pas. Certains parient sur le fait qu'il ne durera pas longtemps. Et puis d'autres, donc, sont un peu en embuscade, je dirais. Je pense notamment à Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve qui donne de ses nouvelles sur X. D'ailleurs, ça s'appelle Non sans humour, quelques nouvelles. On l'écoute. Et puis, voilà, on l'écoute déjà et on en parle. La rentrée politique a été extrêmement riche d'initiatives destinées à témoigner du dynamisme, de la richesse, de la sensibilité social-démocrate et de la volonté aussi de tous ceux qui s'inscrivent dans le courant de la gauche de gouvernement de créer les conditions d'un rassemblement. Nous allons donc à la rencontre des Français sur l'ensemble du territoire national et ce pendant des mois, présenter un projet de rassemblement des Français autour des valeurs de la gauche, mais aussi autour d'une certaine idée de la France. Je vous vois sourire, Cyril. Alors, et c'est vrai que c'est très digne, costard, cravate, annonce à la Cazeneuve. Donc un savoir-faire, effectivement. Et puis, ce message pourrait s'appeler aussi à mon bon souvenir. Pensez à moi, je suis là. À mon bon souvenir ou à quand la motion de censure et la chute du gouvernement Barnier. Il est clairement en embuscade. C'est ça. On l'avait compris depuis quelque temps que Bernard Cazeneuve était en embuscade. Souvenez-vous, le jour où Michel Barnier est nommé par Emmanuel Macron, Bernard Cazeneuve fait une sortie et explique pourquoi il aurait fait un bon Premier ministre, ce qu'il s'était refusé à faire tout au long des semaines précédant l'annonce du nouveau Premier ministre. Il restait vraiment très discret. Là, il était sorti du bois pour expliquer pour quelles raisons lui aurait pu justement prendre la tête de ce gouvernement. Là, clairement, il revient dans le jeu, il n'en est jamais vraiment sorti, mais il revient dans le jeu pour montrer qu'il est en embuscade et qu'il pose des jalons et qu'il va aller sur le terrain pour expliquer un projet. Sauf que le problème de Bernard Cazeneuve reste toujours le même, avec quelle majorité ? Bernard Cazeneuve, il avait un avantage au départ, c'est qu'il vient de la gauche, mais il ne vient pas de la gauche qui, aujourd'hui, est majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'un gouvernement Bernard Cazeneuve, avec qui il pourrait faire une coalition qui irait des LR jusqu'à son camp, jusqu'au PS. Sauf qu'aujourd'hui, le PS n'a aucun intérêt électoral à ce que Bernard Cazeneuve devienne Premier ministre. Donc le problème reste intangible et le problème restera le même pour Bernard Cazeneuve, sauf s'il réussit à récupérer le Parti socialiste, ce qui pour le moment n'est pas une mince affaire.
Bernard Cazeneuve, on le voit bien d'ailleurs sur ces images, c'est un peu le Barnier de gauche, quoi. C'est quelqu'un de très digne, très responsable, qui a de l'expérience, capable de susciter des compromis, en tout cas d'essayer d'aboutir à des compromis. On n'est pas sûr qu'il y arrive, mais voilà, il a cette image-là. Et puis surtout, c'est la voix de la raison à gauche. Parce qu'on a une gauche qui est partie dans des débats parfois absurdes. Les socialistes qui n'ont pas voulu de lui, et pour des raisons purement électoralistes, mais pas du tout de fond. Et Bernard Cazeneuve, il incarne cette gauche de gouvernement, enfin, ou ce qu'il en reste, et qui refuse les compromis avec l'extrême gauche, qui est raisonnable, qui n'est pas fâché à mort avec l'économie de marché, qui ne considère pas que le profit est forcément indécent, etc. etc. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de raisonnable qui peut gouverner un pays qui a une stature d'homme d'État. Enfin, voilà. Il a cette image. Maintenant, elle est, comme disait Cyril, il est minoritaire. Mais qui est majoritaire aujourd'hui en France? Personne. Donc voilà, c'est une option. Pardon, allez-y. Il faut savoir aussi que Bernard Cazeneuve n'a jamais fait partie des favoris pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait un favori. Ah oui, il avait un double handicap, alors la gauche et... Puis Michel Barnier, quand il a compris que Xavier Bertrand, de toute façon, serait censuré par le Rassemblement national, qui avait dit « ça, c'est une déclaration de guerre ». Bernard Cazeneuve, il a été certes sondé, mais très vite, son profil est apparu comme trop minoritaire pour pouvoir mener une politique qui puisse durer plus que quelques jours. Gaël, qu'en pensent les Français? En fait, Cyril l'a résumé il y a un instant. Et c'est pour ça que c'est un débat, à mon avis, un peu absurde. Jean-Pierre Durand... Pourquoi c'est absurde, pardon? Xavier Bertrand, Jean-Pierre Durand, Michel Barnier. Cyril l'a dit, c'est Emmanuel Macron qui a choisi. À partir du moment où nous sommes... Et ça, les gens le comprennent, pour répondre à votre question, Audrey. Peu importe le nom. Ça fait 3 mois que je le répète. À partir du moment où le Premier ministre mènera, en gros, la politique d'Emmanuel Macron, un peu plus à droite si on prend quelqu'un issu de LR comme Michel Barnier, en saupoudrant d'un peu de mesures de droite, mais c'est le prolongement, il n'y a pas de rupture. C'est ce que nous disent les gens dans les sondages, mais c'est une évidence, ils ont raison. Donc, un peu plus à droite si c'est quelqu'un de LR, vaguement, avec quelques mesures un peu plus à gauche, si c'est quelqu'un issu du PS. Mais c'est toujours Emmanuel Macron qui est à Matignon, d'une certaine manière. Et donc, à partir du moment où les Français considèrent qu'ils ont envoyé un message, alors pas clair, mais ce qui est clair, c'est on ne veut plus de ce gouvernement, on ne veut plus être dirigé, on ne veut plus qu'Emmanuel Macron dirige le pays. C'est le message qui a été envoyé, s'il y a un seul message, par les 2/3 des électeurs, voire un peu plus, qui ont voté notamment pour la gauche et qui ont voté pour le Rassemblement national. Et aller chercher un gouvernement qui mène la politique, un chef de gouvernement qui mènera la même politique que celle d'Emmanuel Macron, qui assume qu'il n'est pas en rupture. C'est pas une cohabitation. Donc, que vous preniez Cazeneuve ou un autre, ça ne changera rien. Et pour le coup, la gauche a évidemment raison de ne pas avoir soutenu Bernard Cazeneuve à l'époque, du point de vue de son intérêt politique, mais aussi d'un point de vue idéologique. Même si on est d'une gauche raisonnable et pas ennemi de l'économie de marché, enfin tout ce que vous voudrez, ce qui est Cazeneuve, si c'est pour mener une politique dans la prolongation de ce qu'a fait Emmanuel Macron, ça n'a pas de sens. Vous changez juste le nom de la personne pour mener une politique dans la continuité de la précédente. Donc, l'hypothèse Cazeneuve, elle ne peut pas fonctionner. Pas plus que l'hypothèse Barnier ne séduit aujourd'hui les Français. Ça veut dire que, comme le dit Gaël, dans les faits, le Matignon n'est pas autonome du tout, du tout. C'est toujours Emmanuel Macron. En tout cas, c'est ce que ressentent les Français. Donc, les Français disent, les Français, si je vous suis, les Français considèrent que c'est toujours Emmanuel Macron à Matignon. Je reprends votre propos. Non. Ce que considèrent les gens, c'est qu'on vit une 5e République normale, c'est-à-dire un président qui préside et qui laisse au chef de gouvernement. C'est ça l'esprit de la 5e. On était sorti de là pendant pas mal d'années, mais en réalité, l'esprit de la 5e, c'est vous choisissez un Premier ministre normalement issu de votre camp, vous lui donnez un carnet de route, une feuille de route, en disant la politique, les lignes rouges, c'est ça et ça, tu dois aller dans cette direction, et après, c'est à lui de diriger comme il l'entend, mais dans cette direction-là. Les gens l'ont bien compris, c'est la réalité, et c'est exactement ce qui se passe. Donc il y a de l'autonomie, mais dans un certain cadre.
Et contrairement à ce que dit Michel Barnier, Emmanuel Macron, lui, considère que ce n'est pas son gouvernement et qu'il est en cohabitation. Vraiment. Michel Barnier dit la coexistence exigeante. Il ne parle pas du tout de cohabitation, c'est jamais dans son vocabulaire. Michel Barnier, non. Ouais. Emmanuel Macron, en privé, il dit bien « je suis en cohabitation », avec ce que ça implique et ce que ça signifie. Donc c'est une certaine liberté de parole, une liberté de ton qu'il s'emploiera à montrer. Pour le moment, il ne l'a pas encore fait, parce que pour le moment, il a tout intérêt aussi à prendre du recul, vu que la dissolution n'a toujours pas été comprise, car peut-être trop mal expliquée. Mais le moment venu, il fera entendre sa voix, justement pour montrer qu'il est en opposition aussi avec ce gouvernement. Pardon, allez-y, finissez. Et c'est tout aussi contradictoire avec des membres du gouvernement, des ministres, qui viennent de sa propre majorité. Mais il prend du recul, mais enfin bon, hier, il a reçu Bruno Retailleau, l'omniprésent ministre de l'Intérieur, à l'Élysée. Donc il établit quand même un dialogue avec des membres du gouvernement. Mais il est obligé. Le président préside, le gouvernement gouverne, mais le président aussi a un intérêt à rencontrer ses ministres. Donc il ne prend pas tant de distance. Parce qu'on a dit, enfin moi j'ai entendu effectivement qu'il prenait énormément de distance. On le voit à l'étranger, il est sur son... Ça, il l'a toujours fait. Son socle, voilà. Mais effectivement, on avait l'impression qu'il n'allait plus se mêler d'immigration, de politique interne à la France, etc. Mais pourtant, il reçoit Bruno Retailleau. Sur l'immigration, si. Puisque toutes les propositions qui ont été faites par Bruno Retailleau ces dernières semaines, notamment renvoyer des expulsés dans des pays tiers, on a cité la semaine dernière l'Irak, l'Ouzbékistan, l'Égypte, ça, ce sont des propositions qui ne pourront être validées que par Bruxelles. Donc par le président de la République qui, en Conseil européen, arrivera pour dire regardez, nous on fait ces propositions. C'est ce que Ursula von der Leyen d'ailleurs a demandé aux différents États membres, arriver avec un pack de propositions et on verra justement lesquelles sont les plus acceptables. Mais sur celles dont je parlais, sur le renvoi dans des pays tiers, ça Emmanuel Macron, il a son mot à dire. Il a son mot à dire et c'est d'ailleurs pour ça. Il veut discuter avec son ministre de l'Intérieur pour avoir quelque chose peut-être de constructif pour une prochaine réunion européenne. Après, chacun fait de la politique. Hein. On voit bien quand effectivement il reçoit Bruno Retailleau, il reçoit les petits plats dans les grands, avec beaucoup d'égards. L'entretien se passe très bien. Bruno Retailleau était ravi, le président aussi. Enfin, je veux dire, ils mettent en scène quand même quelque chose. Voilà, pour montrer. Chacun fait un peu de politique. Alors après, le jour où il y aura un texte effectivement sur l'immigration qui arrivera, peut-être que Emmanuel Macron premier semestre 2025 fera sentir ses nuances. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans un moment très très politique entre les deux hommes. Enfin, il ne reçoit pas le ministre de l'économie. Non, tout à fait, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il choisit ses combats, visiblement. Exactement, oui, c'est plus intéressant à la limite. Mais en même temps, on est en train de discuter du budget en ce moment, donc on aurait pu imaginer un tête-à-tête mis en scène aussi. Élu sous sa bannière. Il pourra peut-être le recevoir dans les prochaines semaines, d'autant que le ministre de l'économie il a quand même du pain sur la planche. Là, il a un peu de boulot ces prochains jours. Il est aussi attendu à Washington dans la semaine, justement, pour essayer d'expliquer un petit peu je crois que c'est il a rendez-vous au FMI pour expliquer un peu la ligne politique et la ligne économique que va suivre la France. Les rapports entre le ministre de l'économie et même Laurent Saint-Martin, le ministre du budget et le président de la République, même s'il considère qu'il est en cohabitation avec ses ministres, ne sont pas pour autant mauvais. Je pense que ce sont des mots. Personne sérieusement ne croit une seconde qu'il est en cohabitation. Et je crois que lui-même ne peut pas prétendre ça. Qu'est-ce que pensent les Français? Ils parlent d'une cohabitation? Mais non, mais on n'est absolument pas en cohabitation. On est dans la prolongation des gouvernements précédents, avec une pincée un peu plus à droite. C'est l'évidence. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a choisi Michel Barnier. Il lui a fixé un carnet de route. Vous savez, on a oublié, mais la Ve République, conçue par Debré et par De Gaulle, l'idée, c'est quand même qu'un président de la République donne une orientation, choisisse un Premier ministre, choisissent avec lui, en réalité, les membres de son gouvernement, et un petit peu à la manière de ce qui se passe entre un président et un directeur général dans une boîte, où à un moment donné, une fois que vous avez donné l'orientation, vous n'êtes pas censé vous immiscer toutes les 5 minutes. Donc là, pendant quelques semaines, on a l'impression de retrouver un schéma un peu normal d'un rapport président-Premier ministre hors cohabitation. Les cohabitations, on en a connu. Hein. Je vous rappelle quand même que quand on a Jacques Chirac et Lionel Jospin, quand on a François Mitterrand et Jacques Chirac, président, Premier ministre à chaque fois, on voit très bien qu'on est en cohabitation.
Il ne se passe pas du tout la même chose. La politique menée par le Premier ministre est aux antipodes de celle que souhaitait le président. Il déconstruit, pour prendre un mot à la mode, il déconstruit ce qu'avait construit, bâti pierre à pierre, le président de la République quand il avait la majorité. Et donc, à l'évidence, nous ne sommes pas en cohabitation. Et le problème, c'est justement celui-là. C'est qu'à l'issue des législatives, on aurait pu imaginer une situation où on crée un gouvernement de coalition nationale qui eût été, dans ce cas-là, une vraie cohabitation. Merci de nous avoir suivis. À demain, l'info c'est clair et bien sûr, l'actualité continue.